Parce que la reprise économique se poursuit et devrait entraîner une croissance au cours des prochains mois. Parce qu'on doit faire preuve de créativité pour développer des projets d'affaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que nous sommes à un tournant du développement économique régional. Parce qu'ensemble, nous pouvons voir grand. La Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord vous permet, à travers ses rendez-vous économiques, de saisir des opportunités d'affaires, mais aussi de réfléchir sur l'avenir économique et social de notre région. Présenté par Promotion Saguenay, en collaboration avec la BDC, Netris et nos partenaires médias, bienvenue à ce rendez-vous économique. Tosca, c'était une aventure. Nous sommes les seuls restaurants traditionnels italiens à l'est de Québec. On avait compris qu'il y avait un marché pour ça. En région, la main-d'œuvre est limitée. Il y a 2 ans, nous avons trouvé un chef italien. C'était un peu un rêve pour nous, pour notre situation. Et malheureusement, il était bloqué en Italie pour toutes les démarches administratives. Donc, nous avons fait appel à la Chambre de commerce. Ils nous ont accompagnés vraiment avec leurs contacts. Ils ont fait des appels. Finalement, notre chef est arrivé. C'était un soulagement vraiment pour toute l'équipe parce qu'il nous a permis de sauver notre saison. Les Belles Combines, c'est une entreprise que j'ai cofondée avec ma sœur. C'est une entreprise qui crée des outils pour faciliter le quotidien des familles, tant au niveau de l'organisation, de l'éducation, de la conciliation travail-famille. C'est une entreprise qui est fortement influencée de mon quotidien de mère de 7 enfants. Nous, on a une clientèle qui est quand même assez nichée et on a vite senti le besoin d'ouvrir des nouveaux marchés. Comme la Chambre de commerce est constamment à l'affût de toutes les informations, ils ont su nous parler d'un programme d'exportation qui a été super bénéfique pour nous, puisqu'on a pu, avec ce programme, dénicher 2 distributeurs, donc en France et en Belgique, ce qui nous aide à grandir beaucoup plus rapidement. J'ai débuté il y a 33 ans chez Auberson, entreprise spécialisée en ski, planche à neige et vélo. Et en 2015, je suis devenu copropriétaire de l'entreprise. Nous sommes situés sur le bord des Laurentides, sur une artère commerciale, tout de même assez ancienne, qui manque un peu d'amour depuis plusieurs années. La Chambre de commerce a regroupé des commerçants. La Chambre les a représentés auprès de la ville pour revitaliser le quartier. Il y a beaucoup de choses qui sont allées de l'avant. Beaucoup d'améliorations seraient faites par la ville, beaucoup plus d'espaces verts, des trottoirs mieux entretenus, du stationnement. Et c'est super excitant comme commerçant de pouvoir voir ça. On va être très fiers de ce qui a été accompli en gros. Desarcom, nous sommes un organisme de bienfaisance. On a 1000 employés, principalement des services ambulanciers du transport médical dans la plupart des régions au Québec. Ici, on opère pour l'ensemble du Grand Lévis. Il y a eu un triste événement ici en 2017. Il y a un de nos paramédics qui n'était pas en service qui est décédé en entendant l'ambulance. Ça a pris 21 minutes. Je reçois un appel de la Chambre de commerce qui me dit « Maxime, on aimerait ça vous aider dans le projet d'avoir une ambulance supplémentaire à Lévis. On va partir une pétition, on va mobiliser les gens d'affaires. » Pour nous, c'était magique. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a réussi à récolter des milliers et des milliers de signatures. Et dans un avenir approché, nous allons voir une amélioration de la couverture ambulancière à Lévis. J'en suis convaincu. La Chambre de commerce, c'est un membre de l'équipe. C'est bon de sentir qu'on n'est pas tout seul. J'aimerais maintenant céder la parole au premier vice-président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, avocat associé chez Kane Lamar, Jean-Pierre Lévesque. Bonjour à tous, messieurs les élus, colonel Marks, bonjour à tous. L'acceptabilité sociale, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'en parle à des gens, on voit des froncements de sourcils, on voit c'est quoi ça, on n'est pas sûr, c'est quoi le concept, c'est quoi la définition, on en a parlé, Sandra l'a évoqué. C'est mesuré par qui? C'est mesuré comment? C'est quoi les indicateurs? C'est-tu les sondages? C'est-tu les élus?
c'est qui et c'est comment qu'on fait ça, et on fait ça quand? Est-ce qu'on le fait en début de projet? Est-ce qu'on le fait à chacune des phases du projet, au moment de signer chaque protocole? Il y a un niveau de complexité dans ça qui est inhérent au concept lui-même d'acceptabilité sociale. Et un des objectifs de votre chambre de commerce, c'est d'outiller ses membres pour mieux comprendre et faire face aux défis qui les entourent au quotidien. Je pense que l'acceptabilité sociale est certainement l'un d'eux. C'est un incontournable. Et je vous souhaite à tous de bien profiter de ce repas conférence avec nos panélistes triés sur le volet, que je salue d'ailleurs, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté l'invitation. Alors à tous, je vous souhaite une très belle rencontre et profitez bien de vos échanges. Merci. Merci Jean-Pierre. J'aimerais céder maintenant la parole à notre partenaire présentateur des rendez-vous économiques. J'invite donc Martin Gilbert, qui est directeur de la prospection d'investissement chez Promotion Saguenay. Quel bel avant-midi en perspective là, avec nos beaux panélistes, nos beaux sujets. Promotion Saguenay est fier d'être un partenaire privilégié de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lafière. On est fiers de présenter ce rendez-vous économique-là. Je suis ici aujourd'hui pour représenter la Ville de Saguenay et Promotion Saguenay, votre corporation de développement économique. Il y a beaucoup de PME, d'organismes, d'intervenants ici dans la salle. La salle est pleine. Promotion Saguenay, on est là pour vous autres, on est là pour vous appuyer, on est là pour vous accompagner. Vous pouvez compter sur nous. Incontournable. C'est le mot que je veux vous mentionner. Sur une note industrielle, la région s'est développée sur la base de l'agro, de la forêt aussi. On a le PDG du Conseil des industriels forestiers du Québec ici avec nous autres. On est un incontournable dans la forêt, dans le bois. On a continué à se développer sur l'hydroélectricité, sur l'aluminium. On est un incontournable dans l'aluminium. Le gouvernement du Québec a récemment annoncé sa stratégie de développement de la filière batterie. On a le responsable de la filière batterie avec nous autres aujourd'hui. Notre destination est un incontournable, éventuellement, dans le développement de cette nouvelle filière-là, de ce nouveau secteur d'activité-là. On va tenter de se positionner pour en faire partie. Maintenant, pour obtenir des résultats qu'on n'a jamais eus, il faut parfois penser faire des choses qu'on n'a jamais faites. Je vais m'occuper de prospection d'investissement au sein d'un tout nouveau secteur d'activité au sein de Promotion Saguenay. On va tenter, sans s'y limiter, de se concentrer sur les secteurs comme la filière batterie, les minéraux stratégiques. On va aussi tenter de mettre des efforts sur le secteur minier, la transformation métallurgique, les nouvelles énergies, le secteur aéronautique, on a les gens de la base, aussi le numérique. Puis, pour qu'un projet ou plusieurs projets se concrétisent dans l'un ou l'autre des secteurs que je viens de mentionner, bien, l'acceptabilité sociale est primordiale, est incontournable. Aujourd'hui, dans notre rendez-vous, on va se familiariser avec le concept, mais on va tenter aussi de s'outiller pour embrasser ce concept-là. Alors, bon rendez-vous. Merci, Martin. Je vous présente maintenant notre conférencier et animateur, M. Simon Poitras, vice-président de TACT. Il est un spécialiste en communication stratégique. Simon a une expérience reconnue en affaires publiques, particulièrement en gestion d'enjeux et de crises, gestion de la réputation et acceptabilité sociale de projets. Depuis plus de 20 ans, il s'est développé une riche expérience de stratège en accompagnant les clients avec pertinence, ouverture et intelligence. La valeur de l'expérience de ce stratège repose sur une force marquée par les communications d'entreprise, les relations avec la communauté et les parties prenantes, les consultations publiques et les relations médias stratégiques. Accueillez M. Simon Poitras.
Merci, merci de me recevoir pour vous parler de l'acceptabilité sociale. Ça fait presque 25 ans maintenant que je travaille dans ce genre de dossier. Jean-Pierre, les questions que tu t'es posées sont les questions qu'on se pose à tous les jours. Malheureusement, il n'y a pas tant de réponses si claires aux questions que tu t'es posées. C'est pas toujours simple, l'acceptabilité sociale. Alors, je voulais vous dire, vous êtes plus habitués aux chiffres, puis aux données, puis aux choses comme celle-là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce matin, ce que je vais vous parler, c'est du gris. Parce que, Jean-Pierre, c'est pour ça que les questions ne sont pas si simples. L'acceptabilité sociale, c'est une question de perception, c'est une question d'humain, c'est une question de communication, de feeling, d'émotion. Donc, les réponses ne sont pas toujours simples. C'est ça qui rend ça un petit peu compliqué. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que c'est plus du tout la même chose qu'il y a 25 ans. Il fut un temps où est-ce que tout ce qu'on avait à faire, c'était sortir un sondage, puis dire que les gens étaient d'accord, puis dire que ça ferait 100 millions de retombées économiques, puis tout allait bien. On n'est plus là du tout. Les temps ont changé pour les bonnes raisons. Les temps ont changé, les promoteurs ont changé, les façons de faire ont changé, l'approche, les bonnes pratiques ont changé. Puis c'est ça qu'on va parler un petit peu ce matin. Ceci dit, il existe quand même une définition de l'acceptabilité sociale. Je me suis permis d'aller sur le site du gouvernement du Québec, de prendre certains extraits de la définition que les autres nous suggèrent. Puis ce qu'ils disent, c'est que c'est un jugement collectif, c'est une opinion collective à l'égard d'un projet ou d'un plan ou quelque chose. Puis il y a des répercussions qui sont souvent nationales. Puis on va en parler tantôt dans le panel, mais c'est les intérêts du Québec versus les impacts et intérêts locaux. Ça, c'est une chose qui est difficile à concilier régulièrement. Mais la définition se termine par ne se quantifie pas, elle se décrit. Puis ça, c'est le bout qui rend notre tâche extrêmement compliquée. C'est quand on a l'acceptabilité sociale. Dans des projets, je peux avoir des groupes des groupes de citoyens ou des groupes de pression qui nous disent pas d'acceptabilité sociale, puis dans le même projet, je peux avoir un promoteur qui dit faut l'acceptabilité sociale. C'est pas simple. C'est ça qui fait que des fois on se ramasse avec des situations où est-ce qu'il y a de la confrontation et que les deux groupes utilisent les mêmes expressions. D'un côté, qu'on a l'acceptabilité sociale, que les gens nous appuient, tout ça, mais de l'autre côté, vous ne tenez pas compte de nos impacts locaux et des impacts ici. Alors, c'est cette espèce de dynamique-là qui est un peu complexe. Fait que vous avez à droite toutes les différentes sphères qui touchent à l'acceptabilité sociale. C'est ça qui rend ça compliqué. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses, il y a des intérêts communs, des intérêts locaux, des intérêts provinciaux. Il faut que le Québec se développe et tout ça. Puis c'est cette dynamique-là qu'on tente de concilier avec l'acceptabilité sociale. Qu'est-ce que c'est l'acceptabilité sociale? C'est pas la même chose que l'acceptation sociale. Puis on a eu beaucoup de projets dans le passé qu'on a entendu parler. Je peux parler du Suroît, je peux parler des projets de pipeline, je peux parler de toutes sortes de choses, des pipelines à l'extérieur, des pipelines transcanadiens. On peut parler de cimetières musulmans, on peut parler de centres pour personnes âgées. Il y a une grosse différence entre l'acceptabilité sociale. Donc, est-ce que le projet est acceptable d'un point de vue réglementaire, environnemental? Est-ce que le projet est acceptable, mais est-ce qu'il est accepté? Ça, c'est deux choses qui sont différentes. Peut-être qu'un projet de pipeline, c'est tout à fait acceptable, mais peut-être est-ce qu'il est accepté par la communauté? Pas nécessairement. C'est cette dynamique-là qu'il faut essayer de concilier puis de rapprocher quand on fait l'élaboration de projets. On vit maintenant dans une période où est-ce qu'on est dans une espèce de paradoxe. C'est-à-dire que on vit dans une période où est-ce qu'on nous demande de consulter les gens très, très tôt dans le processus d'élaboration de projet. On en parlait ce matin avec les panélistes, justement. On est dans une situation où est-ce qu'on nous dit « Viens nous voir avant que le projet soit prêt. Viens nous voir avant que le projet soit élaboré. Il faut qu'on discute ensemble. Il faut qu'on voit comment on peut collaborer. Il faut qu'on discute. » Mais d'un autre côté, on arrive comme promoteur, on arrive à ces rencontres-là très, très tôt dans le processus, à un moment où est-ce qu'on n'a pas beaucoup de réponses aux questions. C'est cette espèce de drôle de dynamique où est-ce qu'on consulte les gens sur un projet, puis qu'après ça, les promoteurs, médiatiquement ou dans les groupes, se font taxer de ne pas avoir les réponses aux questions des gens lors de ces rencontres-là.
Donc, cette espèce de paradoxe-là rend la tâche plutôt compliquée parce que le souhait, puis on n'est pas en 1970, là. On est en 2023, il faut faire ça comme il faut, mais consulter très, très, très tôt dans le processus rend ça plus difficile pour les promoteurs. Puis cet état de fait-là, cette situation-là, nous amène dans une dynamique où est-ce que des fois des groupes sortent ou des groupes sortent, puis la position se cristallise en disant qu'on n'a pas les réponses aux questions, on ne le sait pas, qu'est-ce qui va arriver, vous nous cachez des affaires. Puis cette dynamique-là est difficile pour les promoteurs. Elle est difficile aussi pour les groupes parce que c'est insultant, c'est pas insultant, mais c'est difficile aussi pour un groupe d'arriver, de vouloir comprendre un projet, essayer de bien saisir ses tenants, ses aboutissants, ses risques et tout ça, puis d'un autre côté, puis de s'asseoir devant les gens puis de ne pas avoir les réponses à ces questions-là. Fait que ça, c'est la situation, c'est ça qu'on vit maintenant. Donc, les autorités nous demandent de consulter très, très, très tôt dans le processus. Puis d'un autre côté, on arrive à un moment où est-ce qu'on est prêt à répondre aux questions puis satisfaire ou répondre aux questions des gens. Donc, c'est important de prendre le temps d'accepter, de part et d'autre, de ne pas avoir les réponses à toutes les questions lorsqu'on lance des projets. Pour les promoteurs, c'est insécurisant d'arriver avec des projets qui n'ont pas l'air finis. Puis pour des citoyens, ça peut être, ou des groupes de pression, ça peut être un peu aussi insécurisant de ne pas avoir les réponses à toutes nos questions. L'autre chose que je dis à mes clients depuis plusieurs années, c'est de prendre le temps nécessaire pour faire les choses. On est souvent dans une situation où est-ce que notre conseil d'administration nous demande que le projet soit livré le 22 décembre 2023, sinon après ça, il va y avoir des pénalités, des retards, la compétitivité et tout ça. Alors que c'est pas comme ça qu'on devrait le faire en acceptabilité sociale, on devrait le faire comme il faut. Il faut prendre un peu plus de temps pour le faire comme il faut et non pas essayer de partir d'une date puis de faire un work-back schedule, si je peux utiliser l'expression, puis essayer de presser les choses. Les projets sur lesquels j'ai travaillé qui n'ont pas bien fonctionné et d'autres qui ont bien fonctionné, bien, une des différences entre les deux, c'est que le promoteur a décidé de prendre le temps de le faire comme il faut, d'être tôt sur le terrain, et puis ensuite de ça, de développer son projet avec un échéancier qui est réaliste dans ce sens-là. Vous savez, l'élaboration d'un projet comme celui-là, c'est un projet c'est une relation itérative. On parle aux gens, communique avec les gens, discute avec les gens, change, revient, redessine le projet, rediscute avec les gens. C'est un processus qui est itératif, qui se passe dans le temps et qui évolue dans le temps. Il n'y a rien de fixe dans un projet d'acceptabilité sociale comme celui-là. Normalement, ce qu'on essaie de faire, c'est de nous assurer qu'on ait le temps, la place et le désir réel du promoteur de vouloir faire mieux avec son projet. L'autre point qui est important pour les gens qui développent des projets, c'est d'être sur le terrain, mais d'être sur le terrain tôt, comme je disais tantôt, mais d'avoir les meilleures pratiques dès le départ. Souvent, dans des projets que j'ai vus, que j'ai vécus ou que j'ai vus, où les projets n'ont pas bien été, c'est des projets où les gens ou les promoteurs adaptaient leurs bonnes pratiques au fur et à mesure où on avançait dans le temps, au lieu de commencer avec les bonnes pratiques dès le jour 1. Puis ça fait une grosse différence parce que d'être sur le terrain tôt avec les meilleures pratiques et les bonnes façons de faire et de l'ouverture et de l'empathie, ça permet de bâtir une relation de confiance avec les gens qui sont assis devant nous. Ça, c'est un élément très important. C'est ce que je vais vous dire dans quelques secondes, mais vous savez, c'est des humains qui parlent à des humains. Hein. C'est ça la relation promoteur-citoyen. C'est rien de plus que ça, mais en même temps, c'est ça qui est très compliqué, qui rend ça un petit peu plus compliqué. Mais tu sais, il ne faut pas oublier ça quand on lance un projet, qu'on va aller déranger des gens, puis qu'on va changer la vie de certaines personnes, puis que oui, ça va avoir des impacts. Ça ne veut pas dire que le projet n'est pas bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire bien, mais ça reste qu'il faut, comme promoteur, puis comme développeur, qu'on réalise qu'on dérange des gens, qu'on peut changer la vie des gens. Donc, ça prend... Ce que je vous montre sur cette diapo-là, c'est qu'il y a des droits et des obligations des deux côtés. Pour moi, comme personne qui a représenté des promoteurs, mais qui a aussi représenté des municipalités et des groupes, c'est important que ce point-là soit bien compris. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être écouté, on a le droit d'être informé, on a le droit d'échanger, mais il faut chercher à se comprendre, puis c'est vrai des deux côtés. Ce qu'on a vécu sur certains projets, c'est des sorties très tôt, des fuites médiatiques, la cristallisation de l'opinion publique ou d'une opinion sur un projet. Puis ça fait qu'après ça, on est obligé de faire du hockey de rattrapage pour réussir à arriver avec un projet qui a du sens ou qui perceptuellement a encore du sens.
Donc, pour moi, c'est important que les gens comprennent, autant les groupes de pression que les promoteurs comprennent que c'est une relation humaine puis qu'il faut que tout le monde soit conscient qu'on a des droits, mais qu'on a aussi des obligations, autant du côté citoyen que du côté promoteur. Donc, je vous l'ai dit tantôt, pour moi, pour réussir à faire un bon projet, ça prend une relation de confiance. Ça prend une relation de confiance entre le promoteur, les citoyens, les élus et les différentes personnes. Puis, c'est parce que c'est écrit que la batterie est faible. Je me demandais, vous le voyez, vous autres aussi. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des intérêts multiples. Hein. C'est un petit peu ce que je vous disais tantôt. Les citoyens n'ont pas les mêmes intérêts. On dérange les citoyens on peut déranger les citoyens dans leur propre quotidien. Après ça, pour l'industrie, bien, il faut qu'on s'assure qu'il y a de la profitabilité et que ça marche. Au bout de la ligne, il n'y a personne qui va faire un projet pour perdre de l'argent avec. C'est ces intérêts multiples-là qui sont parfois difficiles à concilier, mais qu'il faut tenter de mettre de l'avant. On va en parler tantôt dans le panel, mais comment aussi le gouvernement donne des orientations sur certaines choses, comment après ça nous permettre, nous, comme promoteurs, développeurs, n'importe quoi, de pouvoir s'aligner avec les orientations gouvernementales sans arriver puis juste faire de la chicane avec des groupes de pression ou avec des groupes de citoyens ou d'aller déranger les gens chez eux. Donc, ce que je vous dis, puis Jean-Pierre, partie de la recette, il faut trouver le moyen de se parler, il faut trouver le moyen de se comprendre. À toutes les fois où est-ce que les gens prennent le temps de s'asseoir avec les gens, prennent le temps de jaser avec eux autres, prennent le temps de les écouter, bien, d'habitude, les projets vont plus vite, les projets vont mieux. Puis au bout de la ligne, les promoteurs, ça va coûter moins cher. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps, mais vous allez avoir moins de concessions à faire au fil du temps. Donc, ce que je vous dis, j'essaie de répondre simplement à la question, mais le comment s'y rendre est plutôt compliqué, mais la réalité, c'est qu'il faut qu'on se parle et il faut qu'on s'écoute. Vous savez, en communication, c'est important de se mettre dans la peau de l'autre. Dans le développement de projet, c'est important de se mettre dans la peau de l'autre. Moi, j'ai travaillé sur des grands projets qui dérangeaient beaucoup des communautés. Puis on a réussi à avoir l'acceptabilité sociale à terme de ces projets-là en allant voir les gens, se mettre dans leur peau, comprendre comment ils sont, c'est quoi les forces, c'est quoi l'historique, qu'est-ce qui est arrivé dans le passé, est-ce qu'il y a eu d'autres projets, est-ce qu'il y a eu d'autres choses, est-ce qu'il y a eu des enjeux, qui est cette personne, quelle est sa relation passée. C'est des choses qu'il faut qu'on aille chercher comme promoteur, il faut qu'on aille prendre le temps d'aller rencontrer les gens, prendre le temps de se mettre dans leur peau, de comprendre comment ils fonctionnent, mais aussi c'est beaucoup une question de respect, d'empathie et d'honnêteté. Fait que là, vous comprenez le fil conducteur, c'est des humains qui parlent à des humains, puis il faut qu'on réussisse à se parler. C'est ça aussi, l'acceptabilité sociale. Il y a l'environnement, il y a toutes sortes de choses, mais sur la com, bien, il faut que les gens se parlent. Il faut garder en tête, faut toujours avoir le respect des préoccupations des gens. Il faut les entendre, il faut les écouter. Ça ne veut pas dire qu'ils sont corrects, ça ne veut pas dire qu'ils sont justes, mais comme je disais tantôt, les citoyens et les promoteurs ont le devoir de s'informer, de se renseigner et de pouvoir permettre des réponses à leurs questions. Puis, comme développeur, il faut souvent comprendre que les craintes peuvent être justifiées. Si je parle des projets industriels, il y a un passif environnemental. Ça existe, là. Vous avez vu des sites miniers désaffectés. Il y a plein de projets qui ont été malmenés. Il y a de la mauvaise communication qui a été faite. Il y a de la meilleure, des mauvais processus qui ont été faits. Les gens ont vécu des mauvaises expériences. Puis ces choses-là, ça colle. Fait qu'il faut être respectueux du fait qu'il existe un passé. Ceci dit, comme je vous disais tantôt, on est en 2023. On n'est plus là. On n'est plus à la même place. Il n'y a plus de mines désaffectées. Il n'y a plus rien de ça. Il y a encore des mines désaffectées, mais il n'y en aura plus dans le futur. Mais gardez en tête, comme promoteur, que les craintes peuvent être tout à fait justifiées. Puis qu'on rentre dans la vie des gens, on rentre dans leur chez eux. Tu sais. Maintenant, qu'est-ce qui influence l'acceptabilité sociale? Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de recette d'acceptabilité sociale. Comme la définition du gouvernement dit, c'est quelque chose qui est en mouvance, ça change à tous les jours, ça change selon le milieu, ça change selon l'évolution du projet. Fait qu'il n'y a pas de recette, malheureusement. S'il y avait une recette infaillible, je vois des gens de chez Transfert, je pense que
On serait tous très, très riches si on avait réussi à trouver la recette parfaite. Mais c'est pas simple comme ça. Il n'y en a pas de recette. La réalité, c'est que c'est des milieux d'accueil différents, des projets différents, des temps différents. Il y a des époques où est-ce qu'on sortait un article de journal, puis comme je vous disais tantôt, 500 millions d'investissements, all good, venez-vous-en. Puis même selon les milieux, j'ai travaillé sur un projet de pipeline transcanadien. À Terre-Neuve, on n'avait pas le même accueil qu'en Ontario et qu'au Québec. Là. Vous comprenez? Fait qu'il n'y a pas de recette. Je vous ai donné quelques ingrédients. Mais il y a une chose que ce n'est pas, par contre, acceptabilité sociale, c'est les relations publiques. Puis je vous le dis encore, mais c'est vraiment des relations humaines. Puis c'est de la volonté, de l'empathie et la compréhension des gens avec qui on parle. Pour être accepté, un projet, d'abord, il doit être justifié. Puis ça, je fais une petite parenthèse, mais très importante. Si un projet est mal présenté et qu'on ne comprend pas pourquoi il est utile, il va être très difficile à faire accepter. C'est le premier pas, à mon avis, c'est de bien présenter comment le projet doit être justifié. Mais aussi, ça prend évidemment un bon projet. Il y en aura des mauvais projets qui vont être présentés, mais ça prend un bon projet. Ça ne veut pas dire qu'une mine, c'est un mauvais projet. Même si elle est dans un quartier ou proche d'un quartier, ça peut être un bon projet quand même. Ça prend un bon leader. Ça prend quelqu'un qui est prêt à prendre des décisions, pas à confronter, mais, mettons, à confronter un peu, mais qui est prêt, qui exerce un bon leadership sur ses équipes, mais aussi auprès des parties prenantes qui l'entourent. Puis, malheureusement, pour vous, chers développeurs, ça prend la réelle volonté de faire des concessions. On arrive avec un projet parfait, on regarde sur Google Maps, on check ça, puis on dit « OK, ça va parfait », mais quand on arrive sur le terrain, c'est une autre histoire complètement. Puis comme je vous disais tantôt, ça prend de l'écoute et de l'empathie. Autre chose qui influence l'acceptabilité sociale, puis là, prenez les notes, ceux qui ont des projets qui s'en viennent, mais ça prend la transparence et très rapidement dans le projet. Ça va créer des irritants, je sais que ça va créer des irritants, mais ça prend la transparence, ça en prend probablement plus que vous souhaitez. Ça ne veut pas dire de vous mettre complètement à nu, puis de open kimono et tout ça, mais reste que ça prend la transparence le plus tôt possible. L'adéquation entre le milieu et le projet, il y a des projets qui ne fit juste pas dans les milieux, mais en même temps, comme je parlais des mines il y a quelques minutes, il y a des projets miniers qui sont littéralement, il y a des mines qui sont littéralement de l'autre côté de la rue de résidence, puis que la cohabitation est possible, parce que le promoteur, le développeur de ce projet-là, il a décidé de mettre des mesures en place, donc il a fait des concessions. Donc oui, ça coûte des sous, mais en même temps, ça rend la cohabitation possible. Après ça, ça prend un équilibre entre les impacts et les retombées. Évidemment, s'il y a plus d'impact que de retombées, bien, ça va être difficile à faire accepter. Puis, comme je vous disais tantôt, les pratiques des promoteurs vont immédiatement dicter la confiance que la communauté d'accueil aura sur vos activités. Donc, très important dès le départ. Évidemment, il y a des risques et des incertitudes associés au projet. Ça influence l'acceptabilité sociale. Puis, votre processus d'information, de consultation, de réflexion et de décision va aussi avoir des impacts sur votre capacité à faire accepter votre projet. Comme je vous disais tantôt, l'industrie et les grands projets ont changé. On n'est plus en 1970. Maintenant, il y a des bonnes pratiques qui sont en place. C'est des choses, il y a les termes qu'il y a là, c'est des choses qu'on ne discutait pas il y a une décennie max. On ne parlait pas d'économie, ou à peu près pas, d'économie d'énergie. Il n'y avait pas de com, il n'y avait pas de comité de suivi communautaire ou presque. On ne parlait pas d'efficacité opérationnelle. Les gens n'allaient pas sur le terrain rencontrer les gens. J'ai travaillé avec une minière qui, elle, a décidé de faire des tamis électriques avec des rideaux sur le côté, d'arrêter. Il y a des pratiques qui évoluent dans le temps. On n'est plus aux années 70 où est-ce que le monde arrivait puis avec le bulldozer, puis qui faisait leur trou, puis qui s'en allait, puis qui ne se préoccupait pas de la communauté. Donc, ce que j'essaie de vous dire avec ça, c'est qu'il y a aussi des lois, il y a aussi c'est strict. Mais ce que je voulais vous dire, c'est les images du passé, à mon avis, sur les vieux projets, devraient rester dans le passé. Les temps ont changé beaucoup. Ce que je vous dis, c'est que la cohabitation est généralement possible pour des projets qui sont bien présentés, bien ficelés, bien préparés, où est-ce qu'il y a une vraie discussion pour permettre à l'acceptabilité sociale. Je vais me permettre de vous mettre une petite caricature pour terminer. Ça, c'est la complexité de notre travail. Vous voyez, quand on essaie de développer un projet éolien, on a à gauche, c'est des arguments contre. Fait que on a des gens qui disent le nucléaire, ça va exploser, l'huile, ça pollue, le charbon, ça n'a pas de bon sens.
quand on arrive dans la communauté d'accueil, la personne qui a l'éolienne chez elle peut dire « Moi, je veux rien savoir de l'avoir chez nous. » Donc voilà, c'est ça que je voulais vous raconter ce matin, en 19 minutes 50 secondes. Fait que je vais inviter maintenant les panélistes à venir me rejoindre pour la première partie du panel sur l'acceptabilité sociale, évidemment, la planification et la réalisation de projets. Simon Thibault, directeur principal filière batterie d'Investissement Québec. Mathieu Laneuville, PDG de Réseau Environnement. Et Jean-François Samré, PDG du Conseil de l'industrie forestière du Québec. Fait que Simon, je vais quand même commencer avec toi, si tu permets. Puis après ça, bien, les autres, évidemment, répondez. La première question que j'aurais pour toi, c'est pourquoi l'acceptabilité sociale est-elle devenue incontournable dans la planification et la réalisation d'un projet? En fait, pour plusieurs raisons, mais je pense que la principale, puis je vais peut-être prendre un angle nouveau et un peu différent de ce que tu as présenté, je vais vraiment me placer du côté du promoteur. Et de mon côté, c'est de la gestion de risque. En ce sens que quand on s'apprête à faire des investissements de l'ordre de... je vais vous prendre un exemple. Là, on a des projets à Bécancour actuellement dans la filière batterie. Au bas mot, on parle d'1,5 milliard. Pour chaque projet. On a plusieurs projets. C'est pas vrai qu'une entreprise va venir ici et accepter un risque quelconque. En ce sens, on est en train de parler ici d'un investissement majeur qui est pris à des échelles nationales, internationales. Et donc, la caricature que tu montrais avec le It's in my backyard, c'est dans ma cour, c'est un enjeu. On ne peut pas se permettre, en tant qu'investisseur, qu'un tel risque, qu'on soit exposé à un tel risque. Donc, l'acceptabilité sociale est pour moi incontournable, comme le disait Martin, parce qu'en réalité, il faut travailler en amont de l'arrivée de ces investisseurs-là, de sorte que quand l'entreprise coréenne, japonaise, américaine, allemande arrive ici et que nous, on souhaite l'attirer ici, bien, il faut en fait être capable de faire la démonstration que ces risques-là, environnementaux et sociaux, sont déjà pris en compte. Donc, il y a un travail qui est extrêmement important en amont d'évaluation de l'acceptabilité, oui, mais aussi, comme tu le disais très bien, de l'acceptation d'un projet. Puis ça, bien, ça passe par un travail qui doit être fait très, très tôt dans le processus et qui ne peut pas être fait par un promoteur. Le promoteur n'existe pas encore et donc il y a une responsabilité gouvernementale et puis c'est un peu le travail qu'on a fait avec la stratégie batterie. Là. Merci. Mathieu? Je reviendrai sur un propos qui est ce que notre collègue de Kane-Lamar a mentionné en début d'entrée. Souvent, quand on parle d'acceptabilité sociale, on peut froncer un peu les sourcils, on peut se dire Puis j'aimais ça tantôt, tu disais on ne veut plus faire des projets comme dans les années 70, mais on ne veut pas faire non plus les projets comme dans d'autres pays aussi sur la planète. Puis je pense qu'il faut se rappeler qu'on peut être fier dans un état de droit, puis que c'est une bonne chose qu'on parle d'acceptabilité sociale. Juste se le rappeler aussi que c'est une fierté dans nos valeurs communes qu'on partage, de se dire on veut dialoguer, on veut partager. Je pense que les entreprises aujourd'hui, ils veulent être des bons leaders. Dernièrement, j'étais à la Chambre de commerce Montréal métropolitain où est-ce qu'on parlait des facteurs ESG. Le plus grand critère qui fait qu'une entreprise veut aussi aller vers ces critères-là, dont l'environnement, c'est ses propres employés, la pression de ses propres employés qui veulent justement être dans des entreprises où est-ce qu'on veut être un leader, on veut avoir un sens dans notre vie de se dire « Hey, je travaille pour une organisation qui veut bien faire les choses. Et, je pense que de se rappeler ça aussi, c'est une bonne chose de se dire pourquoi on veut de l'acceptabilité sociale. Oui, puis c'est un très bon point. Puis il faut en être fier. Là. C'est juste ce que j'essayais de dire, c'est que des fois, ça rend ça un peu plus compliqué. Il faut en être fier. Et si je peux me permettre de déjà tout foutre un peu le bordel dans l'horaire de discussion. Le bordel. mais tu nous as dit qu'on pouvait interrompre et y aller. Donc, voilà, on voulait que ça soit une discussion ouverte. C'est ça. Mais je trouve que c'est un excellent point ce que Mathieu vient de dire parce qu'en réalité, on l'oublie trop souvent, mais notre cadre réglementaire, là, des fois, quand on est assis ici, on regarde ça, on dit « Mon Dieu que c'est difficile ». Mais en réalité, là, moi, quand je pars puis je m'en vais en Corée, quand je m'en vais au Japon, c'est un facteur d'attractivité. En réalité, je vends un cadre réglementaire strict et je leur dis, si jamais vous êtes capable d'être conforme ici à ce cadre réglementaire-là, votre projet va rouler sur des roulettes partout ailleurs dans le monde. Parce qu'en fait, votre usine ici va répondre à des standards que lorsque vous allez vous installer en Géorgie, lorsque vous allez vous installer en banlieue de Séoul, ça va rouler, là, écoutez, vous allez avoir l'usine la plus propre du pays. Donc ça aussi, c'est important. Notre cadre réglementaire, notre acceptabilité sociale ici est un facteur d'attractivité en réalité. Bon point. Jean-François? Parce que je pense que l'acceptabilité, c'est l'écoute de l'autre. Donc, je fais de l'acceptabilité sociale présentement, mais parce qu'on est en 2023, parce que l'acceptabilité sociale, il y a 10 ans, ce n'était pas celle d'aujourd'hui,
parce qu'on a des médias sociaux, puis ça rend que les gens peuvent s'informer énormément. Ils ont accès à peu près à tout ce qui se publie, de revues scientifiques, de revues à potins, puis de désinformation complète par des boîtes de trolls ailleurs. Là. Puis à un moment donné, derrière ça, c'est faire l'équilibre de tout ça. Puis au bout du compte, je pense que l'acceptabilité également sociale, ça se ramène à vue de même. On a ça comme expression au Québec, là. Vue de même, là. Bien, le projet, qu'est-ce qu'il donne pour le promoteur? Mais le projet, qu'est-ce qu'il donne pour la communauté d'accueil? Qu'est-ce qu'il donne pour les gens qui vont y vivre dans le quotidien? Puis c'est vrai que ça va venir brasser leur quotidien. Puis parfois, puis le meilleur exemple, c'est une coupe forestière. Oui, ça vient changer le paysage. Mais 2-3 ans après, les chasseurs de dire non, mais j'ai-tu fait une belle chasse? Ça a-tu été incroyable? Les villégiateurs qui ont été dans le bois ont dit écoute, avant, dans le temps des concessions, il y avait juste les riches qui allaient à la chasse. Là. Maintenant, à cause de la coupe, on a eu des chemins qui se sont faits, puis on a pu aller faire du 4 roues, faire de la motoneige. Fait que c'est le vu de même. Donc, l'acceptabilité sociale, c'est une discussion, mais c'est une discussion continue. C'est pas parce que ça allait bien il y a 5 ans que ça va bien aujourd'hui, que ça va nécessairement aller bien demain. Là. C'est quelque chose en continu, puis c'est vu de même. Oui, c'est comme je vous disais plus tôt, effectivement, ça bouge dans le temps, c'est pas fixe, puis il y a des fois où c'est difficile de faire comprendre, pas de faire comprendre, je ne veux pas être négatif en disant, mais c'est difficile de faire réaliser quels seront les avantages ou certains avantages qui pourraient arriver à la suite de l'élaboration des projets. Des fois, on a une vision très, très, très court terme, très immédiate, très impact personnel d'un projet et de son développement. Absolument, parce qu'en fait, l'acceptabilité sociale, en bout de ligne, moi, je vois toujours ça un peu comme un contrat social. En ce sens que c'est l'équilibre entre les impacts positifs, les retombées socio-économiques positives d'un projet et tous les impacts négatifs. Donc, je creuse un trou, je détruis le territoire avec un site minier, mais en même temps, j'ai aussi des impacts positifs. On oublie trop souvent l'importance des déterminants sociaux de la santé. C'est quoi le principal déterminant social de la santé? C'est le revenu moyen annuel. Donc, dans une communauté où il y a une pénurie d'emplois à faire, donc pas pénurie de main-d'œuvre, mais l'inverse, là, on le voit un peu moins souvent de ces temps-ci, mais quand même, dans certaines communautés, ça apporte des bénéfices économiques, socio-économiques très importants. Donc, ce contrat social-là, être capable de bien présenter, et je pense que tu as fait un lapsus sur faire comprendre, mais en réalité, tout est là. Parce que notre but n'est pas de vendre un projet, puis je pense que souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on tente de vendre des projets. On leur explique « Ah non, mais il y en a des bons côtés ». Alors que si on démarre la discussion en amont, comme tu le disais tout à l'heure, avec l'importance de prendre le temps d'expliquer les choses, de bien présenter les choses, et non pas d'essayer de les vendre, bien, en réalité, les gens développent un sentiment d'appartenance au projet aussi. Et ça, moi, je pense que c'est la recette, un peu comme tu l'as dit, Mathieu, par rapport aux employés qui veulent travailler dans des entreprises avec une étiquette verte. Ils ont un sentiment d'appartenance envers l'entreprise, mais je pense qu'on devrait être capable d'élever ça en dehors des relations, disons, en dehors des ressources humaines, et de vendre nos projets, de présenter nos projets, en fait, comme étant justement des vecteurs de développement de sentiment d'appartenance au sein des communautés. Tout à fait, parce qu'il y a un impératif qui nous rassemble tous au-delà d'un projet en particulier, c'est toute l'humanité. Il y a un enjeu actuellement environnemental qui est immense. On en parle avec la carboneutralité, on en parle avec l'économie circulaire. Je pense que toute entreprise qui est cotée en bourse, qui veut avoir des investissements, a cet impératif-là. Et toute l'humanité, en ce moment, c'est en train de se dire, l'économie du 21e siècle, si elle n'est pas verte, il n'y en aura pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous rapproche. De ne pas dire, hey, il y en a un qui veut du développement économique, puis l'autre veut juste organiser sa course. C'est globalement, à un moment donné, il faut penser même au-delà du Québec, de dire, on a une planète, ça nous appartient tous. On peut regarder les déchets, là, mais c'est tous nos déchets, en quelque part, d'une certaine façon. Et ça, je pense que cette économie verte-là, c'est quelque chose qui nous rassemble. Puis, se rappeler aussi c'est quoi la définition de l'économie verte, parce que des fois, c'est un thème qu'on entend beaucoup. On est content, on l'entend de plus en plus. Mais se rappeler que l'économie verte, c'est un véhicule pour le développement durable. C'est quelque chose qui est là pour le bien-être des humains, des collectivités. C'est là pour l'égalité des chances. C'est là pour diminuer la pénurie des ressources. Alors, tout ça, c'est un principe que je pense qui fait du sens pour l'ensemble des joueurs et qui peut rassembler sur des projets. Jean-François, avant qu'on passe à la prochaine question. Oui, mais en même temps, il faut également que c'est très global, mais ça se vit localement. Et derrière ça, ramener au secteur de la forêt, de venir dire qu'il y a de la déforestation en Indonésie, il y en a ailleurs, on fait de la terre comme on faisait du temps du curé Labelle, là. On fait de la terre et donc, parce qu'on a des forêts au Québec, bien,
très facile de venir dire, donc on fait de la déforestation au Québec, or que les lois, les règlements sont complètement différents. Donc, il faut le ramener aussi, il y a un impératif mondial, mais il faut le ramener à comment c'est vécu chez nous. Et ça, je pense que c'est important de prendre en considération. La même chose, l'information. On va regarder des informations sur ce qui se fait ailleurs. On veut aller s'inspirer, mais on n'a pas nécessairement le cadre réglementaire, le vécu social qui est en lien avec ça. Fait que oui, c'est global, mais en même temps, l'acceptabilité sociale, elle est locale. Puis le dialogue, il doit être local parce que c'est là que c'est vécu. Penser global, agir localement, c'est ça qu'on dit. Oui. Merci. Donc, tu parlais de réglementation, entre autres. Donc, comment on concilie les intérêts du Québec, de la vision gouvernementale, du développement économique et ceux des communautés d'accueil? Je pense que ça prend une vision claire du gouvernement. Puis il faut que les gens y adhèrent. Il y a un rôle derrière ça, gouvernemental, de venir dire l'État doit créer les conditions gagnantes à ce que l'industrie puis les citoyens se mobilisent pour arriver à un meilleur demain. Donc, il y a une vision globale qui est claire, qui doit être là, qui doit être aspirationnelle. On le voit avec différentes filières, c'est là. Quand c'est pas clair, bien justement, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça va me donner? Puis pourquoi on fait tout ça? Ça, c'est fondamental, puis c'est le rôle de l'État de venir le mettre clairement. C'est le rôle de l'État également d'écouter les populations, puis de venir éliminer des irritants. Puis éliminer des irritants pour la population, ça peut aussi vouloir dire mettre de la réglementation pour s'assurer que les craintes qui ont été vues ailleurs ne soient pas vécues. Une fois que cette vision, ce sens de pourquoi on le fait est créé, après ça, c'est aux gens qui y vivent puis y travaillent au quotidien de le faire vivre, puis de l'incarner, puis de venir dire localement chez nous, c'est ça que ça donne. La forêt au Lac-Saint-Jean, c'est pas celle en Estrie, c'est pas celle en Abitibi non plus. Donc, comment est-ce que c'est vécu localement chez nous? On le fait comme ça, on le veut comme ça, et donc, faut que ça s'incarne dans une vision gouvernementale. Mathieu? Bien, je pense que c'est le rôle de l'État, d'une certaine façon, en termes de leadership. Mais le premier rôle, c'est un rôle individuel. Moi, je crois beaucoup à ce qu'une collectivité forte est faite avec des individus forts. Et oui, on peut s'attendre que l'État prenne un rôle de leadership, mais je pense que c'est à nous toutes et tous qui sommes ici sur des projets. On a des réalités, on a des connaissances. Puis je me rappelle, en présentation, tu parlais d'une base, c'est des connaissances. Chez Réseau Environnement, on est fiers de justement regrouper autant le secteur public, privé, académique, de rassembler ce savoir-là, puis justement de pouvoir donner le maximum de données pour les décideurs, autant sur le politique que sur les promoteurs, que sur les citoyens. Mais je pense que le plus qu'on va avoir des données, mais le plus qu'on va pouvoir aussi prendre des bonnes décisions. Puis je pense que la connaissance est vraiment clé dans cette dynamique-là. Et la communication, en fait. Parce qu'en réalité, un des grands enjeux, comme le dit, c'est d'informer les gens, c'est de transmettre l'information pour que les gens connaissent la vision claire. C'est beau d'avoir une vision gouvernementale. Si on prend un beau document, on met ça sur une tablette, puis il y a seulement 7 ou 8 personnes au sein de la machine gouvernementale qui sont au courant de la dite vision, je m'excuse, mais ça ne sert à rien. On se doit absolument de communiquer. Puis je pense que c'est une des choses qu'on a faites différemment un peu avec la filière batterie, c'est que ça fait 2 ans maintenant, même plus que 2 ans, qu'on se promène dans les différentes communautés qui ont été identifiées, qui ont été ciblées avec des terrains industriels de grande capacité, des capacités énergétiques, bref, des endroits où il y a des terrains industriels de grand gabarit. Bien, on est parti, on est allé dans les communautés, puis on est allé diffuser l'information sur les projets à venir, avant même d'avoir une entreprise. Et ça n'avait pas été fait depuis longtemps au sein de la machine gouvernementale, de dire soyons proactifs dans nos communications, communiquons sur la stratégie batterie, qu'est-ce qu'on veut faire. Le ministre Fitzgibbon, je pense, en parle à toutes les semaines, si ce n'est pas tous les jours. Donc, mais c'est bon, en fait, c'est bon. Moi, je dis toujours, il faut en parler, il faut que les gens soient au courant. Et moi, si je rentre à la maison et que au party de Noël, puis que mon oncle n'a aucune idée de ce que je fais, c'est pas bon signe. Il faut que les gens soient au courant de la filière batterie et de d'autres stratégies industrielles. Un exemple qui me vient en tête, vous savez, au Québec, on est très dans les énergies renouvelables. Il y a un autre pays où il y en a, mais eux, ils ont également de l'énergie nucléaire, c'est la Suède. Et en Suède, ils ont vu partout ailleurs que vient la production nucléaire, mais vient également les déchets. Là, ils ont vu leurs voisins finlandais et autres venir dire, bien, l'État a voulu imposer un endroit, un centre de dépôt pour les prochains millénaires et il y a eu du braquage, les gens n'en voulaient pas. Ce qui fait que les Suédois se sont reculés. Ils ont dit, OK, voici ce qu'on met sur la table qui vient avec le centre, ça prend tel paramètre. Maintenant, quelle communauté en veut? Puis venez lever la main et dites-nous qui veut être l'hôte de ce prochain centre-là. Bien, croyez-le pas, là. Il y a 4 municipalités qui ont levé la main
puis qui ont amené de venir dire le rôle de la municipalité, c'était d'amener l'acceptabilité sociale. Puis l'État a eu à choisir, a eu le beau choix de venir dire, bien, tout a été clair dès le départ, et il y en a 4 qui ont levé la main, puis voici celui qui va l'obtenir à la fin. Puis là, il y a eu le problème inverse, ils ont créé des attentes, mais les 3 autres, pas très, très heureux non plus, là. Donc, le rôle de l'État, c'est également celui-là, parfois d'innover pour aller chercher une acceptabilité sociale. Jean-François, j'aime bien ça que tu parles de... Tantôt, on parlait du gouvernement, mais là, tu parles aussi des municipalités, puis je pense que c'est un très bon porteur de ballon. On a 2 maires avec nous ce matin, puis je pense qu'il ne faut pas oublier les municipalités. C'est un palier de gouvernement. C'est le gouvernement de proximité. Puis je pense que c'est des excellents ambassadeurs, en tout cas dans notre forme au Québec, de justement pouvoir nous aider à aller justement à la rencontre des citoyens. Puis on parlait de projet de la filière batterie, mais il y a ou de l'éolien. Bien, il y a des excellentes façons. On le voit avec l'Alliance de l'Est. Il y a des retombées économiques qu'on peut faire aussi pour ces gens-là qui acceptent justement de ça, mais de voir des arénas, de voir des casernes de pompiers qui voient le jour, de pouvoir aussi faire du développement économique dans nos collectivités aussi à travers nos projets. C'est ça. Puis c'est clair que pour les municipalités, il y a des fois qu'il y a des grands projets qui se présentent qui peuvent redéfinir l'avenir de la municipalité. Donc, des fois, il faut prendre le temps de bien absorber qu'est-ce qui peut s'en venir avant de prendre une décision qui soit positive ou négative. Mais c'est vraiment des moments où on peut redéfinir complètement les communautés. Bien, en fait, ça, c'est un excellent point. Parce que, et aussi dans le sens de ce que Jean-François vient de dire, c'est qu'il est important de comprendre où les communautés veulent aller elles-mêmes. C'est-à-dire que moi, je peux arriver avec mon projet batterie dans une communauté X, puis me faire dire tout simplement, non, on n'est pas intéressé, c'est pas aligné avec nos objectifs communautaires. Et ça, c'est important d'en tenir compte. Vous avez beau avoir, par exemple, un excellent terrain industriel, en soi, souhaitez-vous le développer, ce terrain industriel-là? Donc, c'est un peu, il y a un concept là, qui avait été développé au milieu des années 2010 en lien avec l'acceptabilité sociale qui s'appelle la valeur partagée, en anglais, shared value, et qui consistait essentiellement à dire on doit établir des objectifs communs. Puis, historiquement, un des problèmes qu'on a toujours eu, qui a découlé, en fait, sur certains enjeux d'acceptabilité sociale, c'est qu'on avait tendance à voir l'industriel comme le soleil, avec l'ensemble des parties prenantes qui gravitaient autour du Soleil comme des planètes. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bien, si ça fonctionne comme ça, on s'en va vers un échec à terme parce que les hauts et les bas vont mener à des hauts et des bas dans votre relation sociale. Donc, l'idée, en fait, c'est plutôt d'avoir un objectif commun qui est le Soleil, une valeur partagée, et l'ensemble des parties prenantes, incluant les municipalités, les différents niveaux gouvernementaux et les industriels, étant des planètes autour du dit Soleil. Et c'est ça que je pense qu'il faut qu'on réussisse à faire. Le défi, c'est quoi le soleil? C'est quoi la valeur partagée? Et ça, il faut qu'on se parle en amont d'avoir des projets industriels. Simon, tu parlais des années 70, tu en as parlé tantôt, mais il ne faut pas oublier que aussi dans la fin des années 70, il y a quelque chose, une institution qui a vu le jour qu'on peut être fier, c'est le BAP, le Bureau des audiences publiques en environnement, qui a quand même cette mission-là au Québec. Fait qu'on a quand même des outils aussi qui sont là et qui nous permettent justement de bien jouer ce rôle-là d'acceptabilité sociale. On a parlé d'un peu de vision puis de comment concilier les intérêts du gouvernement. Maintenant, je vais nous ramener sur le vrai... Le plancher des orignaux. C'est le plancher des caribous. Les vaches sont rendues libres aussi, par contre. C'est quoi, quelle attitude les promoteurs devraient adopter dans les communautés locales? Je peux débuter. En fait, moi, c'est carrément ça. Il faut vraiment être capable d'arriver et d'être transparent et auprès des communautés, communiquer le maximum possible, être prêt à accepter, je pense que tu l'as très bien dit dans ta présentation en ouverture, prêt à accepter qu'on n'ait pas toujours toutes les réponses à toutes les questions et qu'il y a des questions qui nécessitent de « je vais te revenir dans 3 mois parce qu'il faut que je réalise 2 ou 3 études, il faut que j'analyse telle chose ». Et ça, c'est une attitude, en fait, d'ouverture, mais aussi d'être prêt à accepter potentiellement des délais. Ça, je le dis, mais je suis le pire. Je déteste les délais. Et donc, la filière batterie, particulièrement, c'est une filière où on est à la course. Puis si on n'est pas capable d'agir rapidement, nos voisins du Sud vont agir rapidement, eux. Ils n'ont pas trop de problèmes avec ça. Donc, en fait, ils ont des problèmes, mais ils mettent ça sur le côté. Donc, je pense que l'approche que nous, on doit plutôt préconiser, c'est d'agir en amont. Donc, l'attitude, c'est oui, transparence, mais le plus rapidement possible. Et ça, je pense que c'est oui, les industriels, mais ça passe par des partenariats avec les gouvernements, là, absolument. Toutes les instances gouvernementales. Tout à fait, Simon. Je pense que transparence est un bon mot d'ordre. Le plus en amont possible, on en a parlé aussi, plus qu'on est en amont dans ces décisions-là, plus qu'on est impliqué. Et aussi, je reviendrai, encore une fois, chez Réseau, on aime beaucoup ça, mais l'expertise technique. L'expertise de pouvoir justement dire vraiment, bien établir c'est quoi les données, puis bien le vulgariser. On se rappelle tous, pendant la pandémie, de la fameuse courbe qu'on voulait aplatir. C'est un bel exemple, ça, d'avoir des données scientifiques, de vouloir bien
vulgariser, mais ça marche bien aussi pour que tout le monde puisse embarquer aussi dans un aspect qu'on fait confiance à tout le monde, qu'on va vouloir comprendre où est la science puis comment qu'on fait pour y arriver. Et d'avoir, je pense, une attitude aussi en termes de partenariat, de gagnant-gagnant, de vouloir un partenaire, bien, c'est pas juste de dire on fait un projet, mais c'est de dire on dialogue, on négocie, on voit comment on peut trouver des façons de pouvoir, pas avoir des compromis, mais de bonifier le projet. François? Bien, je pense que c'est d'être là dès le départ, là, mais de se rappeler que, règle générale, quand tu es l'industriel qui veut venir t'implanter sur un territoire, tu es l'invité. Tu es la visite, tu es là. Puis à un moment donné, si tu es là suffisamment longtemps, puis si tu te comportes bien, puis si tu es un bon voisin, bien, tu vas venir faire partie de la famille. Du côté forestier, on n'a qu'à aller dans la région pour le voir. Souvent, ça a été la chute qui a amené qu'il a fallu qu'il y ait une glissoire à bois, qui a amené qu'il y a eu du monde qui sont venus autour, que la communauté a grossi. Donc, tu as été à quelque part au centre du développement de la communauté. Mais ça vient également avec des grandes responsabilités parce que dans la région, actuellement, c'est $1 milliard en salaire qui est versé par l'industrie. Donc, les gens ont des immenses attentes de dire, on a toujours fait ça, le village c'est construit avec vous autres, on veut continuer à être là, à œuvrer ensemble. Donc, parlez-nous. Venez nous dire, y a-t-il quelque chose qui ne marche pas? Puis nous, on doit également, comme partenaire, le monde municipal puis les autres parties prenantes, on doit vous le dire quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Il ne faut pas attendre que la crise soit prise. C'est un dialogue continu. Puis quand le régime forestier de 2013 est arrivé, bien là, ça a sorti l'industrie à quelque part de cette négociation continue parce que l'État a repris un bon nombre de pouvoirs de décision. Or, quand quelqu'un était pris sur le chemin, bien, il appelait la compagnie forestière. Puis là, quand même vous l'appelleriez aujourd'hui, la réponse, c'est bien, appelle le ministère parce que moi, j'ai plus de place là. Donc, la question, c'est, faut être là, faut être présent au départ, mais il faut être là tout le temps. C'est un cas parfait d'impact, perception nationale, retombée locale, qui est de l'industrie forestière. Mais là-dessus, l'ancrage local est incontournable. Pour revenir sur ta question sur qu'est-ce que les industriels aujourd'hui doivent faire, là, arrêter de gérer les projets en région d'un bureau à Montréal. Moi, je me souviens, j'ai eu une de mes premières jobs dans l'industrie minière parce qu'une entreprise avait complètement fait le design, la conception de son site minier, entièrement dans un bureau sur le boulevard René-Lévesque-Ouest à Montréal. Puis, il n'avait jamais été rencontré la communauté autochtone. Le projet était carrément sur leur territoire. Moi, je dis toujours, il n'y a personne qui connaît mieux son territoire que celui qui vit sur son territoire. Et donc, ça, c'est extrêmement important, aller rencontrer les communautés autochtones, partout quand on a des projets. Là. Puis d'avoir des employés locaux. Là. Ça, c'est incontournable. C'est impossible d'avoir du succès sans bien connaître ta communauté. Exact. Ça se peut pas. Pour les gens de... Puis là, tu as dit Montréal. Moi, j'ai dit Google Maps tantôt, là, mais c'est la même chose. Tu checkes ça, c'est beau, là, ça marche, le zonage est correct, OK, on y va. T'sais. Ça ne fonctionne plus comme ça. Exact. Messieurs, il nous reste 7 minutes. On avait dit qu'on finirait avec vos souhaits pour le développement du Québec. Fait que je vous laisse comme 2 minutes chacun pour parler de comment on veut développer ça, puis qu'est-ce que vous souhaitez pour le développement industriel du Québec. OK, parfait. Le premier ministre l'a mentionné, il veut faire du Québec un leader en économie verte. Et chez Réseau Environnement, c'est notre mission, catalyser l'économie verte. Alors vraiment, c'est notre souhait pour le Québec. On va être un leader dans cette économie du 21e siècle. On est la plus grande association de spécialistes en environnement au Québec, puis c'est pour ça qu'on invite tous ceux qui y croient à rejoindre notre groupe, puis à vouloir justement continuer à faire ces projets-là avec les meilleures connaissances et partager les expertises pour avoir les meilleures pratiques et faire ces meilleurs projets-là. Alors vraiment, là, d'être un leader au Québec en économie verte, pour moi, ça représente, ça fait beaucoup de sens avec ce qu'on s'est dit, d'avoir une belle acceptabilité sociale aussi dans nos projets. En fait, de mon côté, j'avoue que j'irais avec une réponse presque un peu plus personnelle, en ce sens que je trouve qu'on a une opportunité incroyable. Tu l'as dit un peu tantôt, Mathieu, c'est une crise qu'on vit actuellement. Là. Vraiment, c'est une crise climatique, c'est une crise énergétique. On doit prendre action, sinon, si l'économie n'est pas verte, elle ne sera pas. Je pense que tu as tout à fait raison. Mais moi, je vois là-dedans une immense opportunité, en fait, une opportunité générationnelle. Et oui, économie verte, oui, transition énergétique, mais moi, je vois vraiment un projet de société. En fait, je vois une nouvelle Bay James. Je ne suis pas en train de dire de faire des nouveaux barrages, là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que je vois un nouveau projet quand je parle justement à mon oncle
oncle au party de Noël qui me dit « Moi, j'ai travaillé à Bay James dans le temps. 50 ans plus tard, il transpire la fierté quand il me parle de ça. » Je me dis, pourquoi aujourd'hui on ne trouve pas justement une opportunité dans cette transition énergétique-là de développer, de mettre en œuvre un nouveau projet de société qui va engager chacun des niveaux de la société civile, le gouvernemental, les industriels, collectivement. Et un genre de projet comme ça, bien ficelé, comme tu le disais tantôt, il n'y a rien de mieux pour développer le sentiment d'appartenance. Et qui dit sentiment d'appartenance dit acceptabilité sociale. Et donc, plutôt que de vendre des projets à la pièce, moi, ce que je proposerais, c'est d'avoir une vision collective, un projet collectif et de démontrer comment les différents projets industriels un à un s'inscrivent dans cette grande vision collective-là. Donc, moi, pour le Québec, pour répondre à ta question, c'est quelque chose comme ça, beaucoup plus large que juste la filière batterie, beaucoup plus large que économie verte, industrie forestière nouvelle. C'est tout ça ensemble, en fait, dans un grand projet collectif. Merci. Jean-François? Bien, moi, je pense que c'est d'ancrer le développement d'une économie durable au Québec. C'est fondamental. C'est par là que la richesse collective va continuer à se développer. C'est par là que être riche, mais pas plus avoir d'environnement, c'est avoir la plus grande pauvreté. Mais je pense qu'on a ce qu'il faut devant nous. Maintenant, c'est d'avoir un grand chantier pour venir développer cette vision commune-là. Il n'y a pas meilleur outil, là, puis c'est pas le PDG du CIFQ qui le dit, c'est le GIEC. La forêt est au centre de la lutte au changement climatique, autant pour stocker le carbone, autant pour être un milieu de biodiversité, autant pour être un milieu pour les premiers peuples, mais en même temps d'être un milieu de produits de substitution dans les produits de construction et dans les énergies fossiles. Donc, là maintenant, c'est pas qu'il faut faire un, il faut faire l'autre. Il faut faire tout ça ensemble. C'est en même temps. Donc, c'est plus uniquement protéger le caribou, c'est plus uniquement avoir des aires protégées, c'est plus uniquement ceci. Il faut faire tout ça en même temps que d'avoir des matériaux qui sont carboneutres, qui permettent de réduire les émissions de GES. Le Québec a tout ce qu'il faut. On a de l'énergie verte. On a une des plus grandes forêts d'Amérique du Nord, puis une des plus grandes forêts boréales. On a des gens qui sont inventifs, qui sont créatifs, des milieux qui veulent le développer. On a des Premières Nations qui veulent en faire partie. Puis dans la région, je pense qu'on le voit très bien avec les entreprises puis les co-entreprises qui sont développées. Là. Puis là, on est dans le comment on fait tout coller ça. Puis je pense que moi, je nous souhaite là, que dans les prochains mois, les prochaines années, on arrive à revenir au jeu de base, puis de voir que la forêt est au cœur de tout ça, puis qu'on est donc chanceux de l'avoir pour construire nos maisons, pour avoir des produits de substitution au plastique jetable, mais également pour pouvoir aller se recréer, se détendre, se ressourcer dans la forêt. Merci. Je retiens de nos échanges plusieurs choses, mais deux choses qui me touchent un peu plus. Là. Oubliez jamais, j'utilise les mots de mes collègues, que si vous êtes un promoteur, vous êtes un invité. J'adore l'expression, ça va être dans une présentation future. Puis, oubliez jamais que vous n'êtes pas là pour vendre quelque chose, mais vous êtes là pour présenter quelque chose et discuter avec les communautés. Puis, je l'ai dit 1000 fois, là, mais parler aux gens, discuter, échanger, prenez le temps d'aller voir, revenez, changez, soyez ouverts. Puis, c'est quelques ingrédients de la chance qui mèneront peut-être à faire accepter vos projets et qu'elle le rendent acceptable. Messieurs, c'est le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Sandra, je te cède la parole pour le deuxième panel. Merci, Sylvain. Vous étiez fort intéressant. Merci beaucoup, beaucoup. Je vous présente maintenant ceux qui nous rejoindront sur scène pour ce second panel. Je veux juste vous dire, quand on parlait de cet événement-là et le sujet que nous abordons aujourd'hui, plusieurs personnes nous ont dit « Oh, c'est courageux. Oh, tu devrais peut-être pas. Ah, non. » Bien, l'acceptabilité sociale, c'est le courage de parler des vraies choses aussi. Alors, on est content à la Chambre de commerce de permettre un dialogue. Je pense qu'il n'y en avait pas eu depuis bien longtemps. Il y a eu des blessures, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Il y a eu des blessures dans les dernières années. Il faut regarder vers l'avant puis se servir de ces blessures-là pour construire.
Alors, je vous présente maintenant François Saint-Gelais, conseiller principal communication et relations avec la communauté chez Port-Saguenay. Denis Taillon, ex-président du conseil d'administration de la Société de l'énergie communautaire du Lac-Saint-Jean. Luc Cazat, directeur des ventes chez RSI Environnement. Et Serge Chimard, directeur économique et partenariat stratégique, Piekwa-Kami Nutz. Dis-moi là. Piekwa-Kami Nutz, Tekwekan. Merci, Serge. T'es le meilleur. Messieurs, on l'a dit tout à l'heure, les dernières années, on a vu des projets qui n'ont pas vu le jour. On pense au projet de biométhanisation à Saguenay, qui était dirigé par Agriméthane. Évidemment, GNL. La question d'acceptabilité sociale, c'est l'enjeu numéro 1. On ne veut pas faire ici l'autopsie de ces projets, mais quelles leçons nous pouvons en tirer? Quelles sont, selon vous, et là, je vais commencer par François, quelles sont, selon vous, les bonnes démarches à garder en tête lorsqu'on amorce une démarche d'acceptabilité sociale? Alors, on va aller voir, vous, comment vous gérez vos projets, comment vous avez géré vos projets pour tirer des leçons et tirer les bonnes pratiques de ce que vous vivez. Donc, François. En fait, je vais y aller par une figure de style, ce que mes collègues ont illustré depuis le début. Si l'acceptabilité sociale est un film, ce serait quelque chose comme 50 nuances de gris. Mais ça tombe mal parce qu'avec les médias sociaux, avec la polarisation, avec tantôt l'intelligence artificielle, on est dans le noir et blanc. Open, tantôt, là, ça... Ouais, l'acceptabilité sociale, ça peut être bien coloré. Mais en fait, c'est gris, mais des gris colorés. Mais en fait, ce qu'on retient, donc, c'est l'importance de travailler en amont. C'est l'importance de rester, mes collègues l'ont bien mentionné, dans la nuance, dans la discussion, la concertation. Donc oui, il y a des leçons à tirer de ce qui s'est fait avant, des leçons positives, des leçons négatives, évidemment, pour réussir. M. Thibault est ici, puis on ne passe pas une occasion de mentionner à quel point on est condamné dans la région au succès dans les nouvelles filières qui s'en viennent, dans la batterie, dans les métaux critiques. On a, au port de Saguenay, mais dans la région, des atouts incroyables qui vont nous permettre de tirer notre épingle du jeu. C'est ce qu'on souhaite. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut faire, c'est incarner l'acceptabilité sociale. Puis, du haut de mes formidables 240 quelques livres, j'incarne au port de Saguenay l'acceptabilité sociale maintenant. C'est un poste qui vient d'être créé, ça fait 1 an qu'on est là, puis c'est une manière d'incarner tout ce qui a été dit précédemment. Donc, d'aller en amont, de travailler, aller connaître son milieu, d'aller en concertation, d'aller chercher de l'information. On y reviendra certainement, mais on déploie présentement des outils de collaboration, des manières de concerter, qu'on fait ça discrètement. Ce n'est pas des relations publiques, mais on va chercher l'information, on se prépare, puis on travaille à bras-le-corps tout ce qui a été dit précédemment, de connaître son milieu, de connaître les enjeux, de connaître les réalités, de connaître ce qui est positif, aussi nos forces. Donc, les bonnes pratiques à garder ont été bien mentionnées, mais je dirais, comme premier mot-clé, c'est de l'incarner. De l'incarner dans ce qu'on fait. J'irai à Luc. L'autre côté. Il y a quelque chose qui a été mentionné quelquefois par le panel avant, c'est la transparence. C'est important dès le début d'être transparent. On le dit, ce n'est pas nécessairement de se mettre à nu, d'être transparent, mais c'est de ne pas cacher des choses qui vont finir par sortir à un moment donné. Tout finit par se savoir, surtout dans des petites communautés. Quand on rencontre des groupes qu'on a ciblés pour des raisons spécifiques, de dire c'est des personnes que ça va toucher personnellement, on prend le temps de vous rencontrer, mais c'est d'autant plus important d'être transparent. C'est d'adapter son message aussi. Si on a ciblé des groupes à rencontrer, c'est parce que ces groupes-là ont potentiellement des préoccupations particulières. Bien, c'est de présenter, de comprendre d'un, c'est quoi ces préoccupations-là, de préparer des réponses à ces préoccupations-là, puis de s'attarder à ça spécifiquement pour chacun des groupes. Chaque personne a des préoccupations différentes, puis c'est important de le comprendre, sans tomber dans le... Puis c'est important dans cette transparence-là de ne pas tomber dans du greenwashing non plus. Même si c'est un projet vert qu'on a, ça ne sert à rien de le mettre plus vert qu'il est. Ça va nous rattraper à un moment donné. Ça, c'est un enjeu, hein? On l'entend beaucoup.
des entreprises qui se servent du mot vert pour faire des relations publiques un peu, pour verdir leur image, puis c'est pas nécessairement la réalité. Donc, il faut être véridique et dans les actions qu'on prend, et il faut que ce soit vrai. Oui. Juste rebondir, Luc, 15 millions de dollars d'investissement dans un projet majeur d'optimisation des installations à Saint-Ambroise, c'est un petit milieu. Procédé thermique de décontamination des sols. Moi, je me rappelle des débuts de Récupère-Sol. Ça a été extrêmement houleux. Et maintenant, vous êtes dans le milieu de Saint-Ambroise et ça va bien. On peut dire que c'est probablement le jour et la nuit il y a 25 ans quand Récupère-Sol est venu s'installer. Puis on l'a vu justement dans les rencontres ciblées qu'on a faites en préparation de ce projet-là. Je faisais du porte-à-porte à Saint-Ambroise, puis les gens me répondaient « Ah, mais on n'a pas besoin de venir vous rencontrer, ça va bien. Pourquoi on irait s'asseoir avec vous autres pour écouter le projet? Vous nous dites que c'est à peu près la même chose que ce que vous allez faire. » Bien, j'ai quelqu'un on est tout près de la Florida, le parc de camping à Saint-Ambroise. Puis un monsieur à qui je suis allé cogner à sa porte, il m'a répondu, puis il me dit... Il dit « Ah non, moi, il dit, vous pouvez... il dit, j'ai pas d'intérêt à aller vous rencontrer. Il dit, moi, j'aime ça au bout de la fumée qui sort de votre cheminée. Ça me permet de voir de quel côté le vent s'en va le matin. » Les gens de Rio Tinto. Un argument ici? Denis, toi, tu étais là lors des débuts du projet de la mini-centrale de Val-Jalbert. C'est un projet que l'on dit un exemple précurseur pour le développement économique des régions. Toi, quelle bonne pratique vous avez fait qui a fait que ça a fonctionné? Je dirais, au départ, il y a eu une entente en amont de la société qui a regroupé 2 MRC, la communauté autochtone, et le mandat qui avait été confié à la société, c'était de développer pour eux des projets en énergie renouvelable. Et évidemment, à l'époque, là, pour ceux qui sont plus familiers avec le monde municipal, Bernard Généreux, qui était à l'époque le président de la Fédération québécoise des municipalités, avait réussi à amener le gouvernement du Québec à ouvrir cette fenêtre-là d'opportunités pour les communautés. Et nous, on était, dans le fond, les premiers qui adressaient des projets et on s'était donné comme mission d'en faire un exemple, d'en faire des exemples de réalisation de projets acceptés dans le milieu. Et notre vision des choses, c'était que l'acceptabilité sociale, c'était comme un processus de co-construction sociale d'un projet. Peut-être que c'était un petit peu plus facile pour nous parce qu'on était des partenaires publics, mais je pense que ça s'adapte très bien aussi, à mon avis, au secteur privé. Et l'autre valeur qu'on s'était donnée, c'était, dans ce domaine-là, on est mieux de pécher par excès que par omission. Donc, d'en faire plus que moins, de façon à s'assurer d'obtenir cette fameuse acceptabilité sociale. Dans le pratico-pratique, on a commencé notre démarche par ce qu'on a appelé un diagnostic social et territorial. Ça peut paraître un peu compliqué, mais l'idée derrière ça, c'est qu'on voulait avoir une connaissance très fine des acteurs, des dynamiques et de l'environnement d'accueil, autant du projet à Val-Jalbert que du projet de la 11e chute. Donc, on était capable, après ça, de prendre un certain recul et en fonction de cette lecture-là, de se dire, bien, c'est quoi les meilleures stratégies à déployer pour développer notre acceptabilité sociale. Ça n'a pas toujours été facile. Moi, je me rappelle de Roy Dupuis qui s'était attaché à... Ça fait partie, moi, à mon avis, de l'univers de développement d'un projet, ce genre d'environnement-là, mais je reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Ce qui a été beaucoup plus compliqué pour nous, c'est la fin du parcours.
Mais le parcours de développement de projet en tant que tel, après qu'on a fait notre diagnostic, on a pris 2 décisions importantes. Puis là, comprenez qu'on est il y a 10 ans, là. On a décidé de tenir des préconsultations publiques en amont des audiences publiques du BAP. Et on a eu, en fait, 4 rencontres, dont la première, qui était, à mon avis, extrêmement importante, c'est qu'on a expliqué très sommairement les grandes lignes du projet, parce qu'on voulait surtout convaincre les gens que le projet n'était pas attaché, on était au démarrage du projet. Et l'autre partie de la réunion, c'est qu'on a voulu consulter les gens sur comment est-ce qu'ils voulaient qu'on leur parle, comment qu'on les consulte. On a convenu de ça à la première rencontre. La deuxième rencontre, ça a porté essentiellement sur les aspects techniques du projet. Et là, puis moi, un grand constat que j'ai fait à ce moment-là, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait... Les gens pouvaient être mystifiés par des composantes de projet. On a beaucoup démystifié ce que c'est une mini-centrale. C'est pas des bombes, c'est pas si pire que ça. Puis les gens ont commencé à maîtriser la chose, le projet. Troisième rencontre a porté essentiellement sur les impacts. Et là, on faisait le pont avec les professionnels qui étaient à notre étude d'impact de l'époque. Et les débats ont porté là-dessus. Et au final, on est revenu en 4e séance avec eux, où on a fait un rapport de ce qui s'était dit, des engagements que nous avions pris comme promoteurs. Et c'est comme ça qu'on a fermé la boucle, si on veut. Puis tout ça, ça a été intégré à notre étude d'impact sur l'environnement. Ça, c'est le premier morceau important qu'on a réalisé. L'autre, ça a été de dire qu'il fallait se donner un outil de liaison avec le milieu. Et on a procédé très tôt dans le processus à l'embauche d'un agent de liaison communautaire. Et ce qui est important à ce niveau-là, c'est de s'assurer que la personne a une capacité de pénétrer dans le milieu. D'aller au restaurant, de prendre un café avec des gens, de leur parler du projet, de comprendre c'est quoi leur motivation, de nous ramener ça, d'être la porte d'entrée pour les citoyens qui ont des questions par rapport au projet. Donc, quelqu'un d'accessible. Donc, ça a été, je dirais, 2 éléments importants de notre stratégie d'acceptabilité sociale qui a découlé un peu du diagnostic qu'on a fait. Lors de l'inauguration en 2015, il y a le chef Gilbert Dominique qui a dit « La mini-centrale, c'est un symbole fort de partenariat entre autochtones et non-autochtones », ce qui m'amène à poser la question à Serge. C'est un incontournable aujourd'hui dans les bonnes pratiques, lorsqu'on amorce une démarche d'acceptabilité sociale, de consulter les Premières Nations ou de les intégrer. Comment on voit cette approche-là chez vous? Je vais y répondre, mais avant tout, j'aimerais juste revenir. Vous permettez-moi de rebondir sur deux éléments qui ont été dits par M. Poitras. On parlait de la notion du gris et d'acceptabilité sociale. 50 nuances de gris ici. Juste pour vous dire que j'ai compris le concept, j'ai teint mes cheveux aujourd'hui en conséquence. La première chose. Deuxième chose, M. Poitras, j'apprécie grandement la notion d'invité. Effectivement, chaque promoteur est un invité sur nos territoires, donc je souhaite également la bienvenue à tous sur une fascinade. Mais oui, ceci étant dit, c'est important aujourd'hui de consulter, entre autres, les Premières Nations. Puis, c'est de le faire le plus en amont possible. On parle d'acceptabilité sociale lorsqu'on réalise un projet. M. Taillon parlait de l'expérience qu'on a vécue avec les mini-centrales et les MRC. Mais s'il y a des promoteurs qui veulent venir s'implanter et réaliser un projet, bien, c'est au jour 1, dès les premiers balbutiements d'un projet, c'est d'impliquer l'ensemble, je dirais, des parties prenantes. Et lorsque le projet se situe sur un territoire d'une Première Nation, bien, c'est de nous impliquer également. Ça va être beaucoup plus facilitant pour la suite des choses pour tout le monde. On va s'assurer d'avoir une compréhension commune des enjeux du promoteur, des enjeux que la Première Nation
et des autres parties prenantes concernées, on a à évaluer, à jauger. Donc, le meilleur des conseils que je vous dirais, c'est vraiment de venir nous voir. On n'est pas contre le développement économique d'aucune façon, d'autant plus que j'ai un chef qui est extrêmement dynamique, puis il utilise toutes les tribunes pour dire « Master-H, on est là pour aller de l'avant au niveau économique, aussi bien au niveau de la forêt également, là, malgré là, les enjeux là, que tout le monde connaît là, présentement. » Donc, c'est vraiment de nous impliquer. D'ailleurs, j'en profiterai tout simplement rapidement pour mentionner que le concept, la réussite liée à nos projets de mini-centrales avec les deux MRC, l'expertise et les connaissances que Master-H a pu développer dans ça, on est en train de l'exporter ailleurs. Donc là, on a deux projets, un avec la MRC du Témiscamingue, avec deux communautés à Abénaki, Wolf Lake et Kebawek. Et on a un autre projet, donc on fait une duplication des projets 11e Chute et Val-Jalbert à cet endroit-là pour le projet Moniki et avec également la MRC de la Matawini avec nos amis Atikamekw de la communauté de Manoine. Donc, on reprend exactement le même concept de projets qui sont réalisés par le milieu et qui vont amener aussi des retombées par le milieu. La différence avec la grande entreprise, et après ça, je laisse du temps, on a deux maires avec nous que je salue. Lorsqu'une municipalité, lorsqu'une MRC, lorsqu'une Première Nation est promoteur d'un projet, ces gens-là vont au dépanneur, vont au supermarché et ils rencontrent leurs mandants, leurs citoyens. Et là c'est là que ça se passe. On n'est pas dans une tour de bureau à Montréal où le projet a été conçu et où c'est un entrepreneur général qui vient de Québec, qui vient de Montréal. C'est réalisé par le milieu et pour le milieu. Donc, l'interrelation par la suite, là, c'est très, très important à réaliser. Ça me fait rebondir sur comment il faut s'assurer de garder tout au long de la réalisation d'un projet l'adhésion de la communauté. Et je vous lance le premier qui veut répondre. Comment on fait? On parle de dialogue. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qu'on peut réaliser? Je pense qu'on l'a beaucoup dit antérieurement. Communication, transparence, empathie, c'est des mots qui devraient continuellement nous garder à l'esprit. Maintenant, il y a aussi un certain nombre de précautions si on veut maintenir ce lien-là. Moi, je pense qu'il faut laisser beaucoup d'espace à la possibilité de modifier son projet. Nous, lors de nos préconsultations, on s'est fait dire, on était quand même fiers de montrer un certain nombre de choses qu'on proposait aux gens. Mais dans le cas de Val-Jalbert, quand on a présenté l'intégration architecturale de la centrale, là, on n'a pas eu des bonnes notes. Là. On nous a quasiment conseillé d'aller carrément refaire nos devoirs. C'était pas acceptable à bien du monde. On aurait pu essayer de remodeler, de modifier, de changer quelques affaires, ainsi de suite. Mais c'est pas ça qu'on a fait. C'est qu'on a changé d'architecte. On a osé aller chercher un spécialiste à l'extérieur de la région. Mais on a été capable de livrer quelque chose qui, en bout de course, 2 ans après la réalisation, a valu un prix d'architecture de l'Ordre des architectes du Québec. Donc, puis ça a coûté 1 million de plus. Mais ça faisait partie, je pense, du deal de réaliser les meilleurs projets possibles puis d'aller ainsi chercher l'acceptabilité sociale qu'on souhaite. Donc, puis dans d'autres domaines, c'était pareil. Là. Lors des préconsultations, les gens ont beaucoup questionné le fait « Oui, mais là, les revenus vont servir à quoi? » On n'avait pas de réponse. Notre réponse d'origine, c'était c'est les partenaires qui vont déterminer comment est-ce que dans chacun de leurs milieux, ils vont utiliser ces fonds-là. Mais on sentait que ça n'apportait pas les réponses que les gens souhaitaient. Donc, on a réussi à convaincre nos partenaires de créer des fonds spécifiquement destinés à financer des projets de développement et non pas de l'épicerie municipale. Donc, ça a comme
rassurer les gens. Donc, moi, je pense que cette disponibilité à modifier et à faire évoluer son projet, elle est primordiale. Deuxième élément aussi, c'est qu'à travers ces préconsultations-là, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'expertise de terrain. Il y a des gens qui sont... C'est leur réalité, l'environnement où on veut réaliser le projet, qui sont capables de nous amener de l'information pertinente, utile, et il faut valoriser ça. Moi, je pense qu'à partir du moment où on projette l'impression ou le sentiment aux gens qu'ils nous aident, qu'ils aident le promoteur à construire son projet, je pense que l'adhésion de la communauté est facilitée de cette façon-là. Mais est-ce que c'est toujours possible de modifier le projet? Un projet? Peut-être que, François, tu voudrais rebondir? En fait, c'est une danse qui se joue à deux. C'est sûr que on parle beaucoup de l'initiateur, le promoteur, l'invité. C'est vrai, il y a un gros travail à faire. Mais c'est vrai aussi que l'exercice qu'on fait aujourd'hui est important en ce sens-là. C'est que ça se joue à deux. Il faut qu'il y ait une volonté qui soit partagée. Donc, mais oui, il y a toujours moyen d'améliorer un projet, sans doute. Mais je pense que l'écueil, où on met beaucoup d'emphase sur aller en amont, connaître son milieu d'accueil, en fait, communiquer avant. Mais il ne faut pas oublier le pendant et l'après aussi. L'acceptabilité sociale, on en a beaucoup parlé. C'est quelque chose qui n'est pas figé. Ça a été bien mentionné, mais il faut quand même y revenir. C'est que ça ne s'arrête pas à préparer un BAP ou préparer l'arrivée d'un projet ou l'arrivée d'un premier design. C'est ensuite de l'améliorer, oui. Ensuite, c'est de le lancer, mais ça n'arrête pas avec les permis. Et c'est souvent une erreur qu'on peut être tenté de croire, c'est qu'une fois que les permis sont sortis, une fois qu'on a pas mal avancé notre projet, on a obtenu pas mal les appuis qu'on voulait aller chercher, on se dit c'est réglé. Maintenant, on construit, puis la communication... Elle s'arrête ou en fait, elle ne doit pas s'arrêter, elle doit être incarnée tout le long. Puis ça, je pense que c'est un écueil, mais la flexibilité, l'ouverture, c'est sûr que si vous n'êtes pas prêt à bonifier le projet, vous n'aurez pas l'acceptabilité sociale au bout du compte parce que ça va se sentir de toute façon dans les démarches que vous allez faire. Donc, c'est de connaître, d'être flexible, d'être ouvert, d'être engagé, d'espérer que les autres parties aussi vont faire cette démarche-là eux aussi, donc cette acceptation de leur côté. Et surtout, de ne pas penser que ça s'arrête au moment où on fait notre design, notre permis est passé, puis tout est réglé. Maintenant, on coupe. Il faut garder l'idée que c'est un processus qui est flexible, qui est mouvant lui aussi. Luc? Bien, tantôt, je parlais de préoccupations qui étaient particulières à chaque partie qu'on rencontrait, partie ciblée. Au fil du projet, on va avoir de plus en plus de réponses à ces préoccupations-là, souvent, avec les études qu'on fait. Il y a aussi des préoccupations que le promoteur n'a pas nécessairement identifiées au début. Puis quand on rencontre les parties ciblées, on se dit « Ah, celle-là, je n'y avais pas pensé. » On va falloir aller chercher la réponse à cette question-là. Mais c'est important, autant que le projet avance, de garder ces parties ciblées-là informées, de dire « Vous nous avez soulevé ça, on ne l'avait peut-être pas vu, mais on a une réponse pour vous maintenant. » De les garder impliqués, qui sentent que les préoccupations qu'il y avait, le promoteur les a pris à cœur, puis qu'il a pris le temps d'y répondre, de trouver les réponses qu'il n'y avait pas nécessairement. Fait que moi, c'est un peu, par rapport à la question que tu as posée, c'est un peu ça, c'est de garder les parties prenantes impliquées, puis de leur montrer que les préoccupations qu'il y avait, les questions qu'il y avait, c'était effectivement des choses qui étaient importantes, autant pour eux que pour nous, puis d'y répondre. Je rajouterais de la part des promoteurs d'avoir un engagement dans le processus d'acceptabilité sociale qui est vrai, qui est sincère et qui est senti. Parce que les parties prenantes ne sont pas dupes. Et ça se ressent également lorsqu'il y a une sincérité là, dans une démarche. On a parlé aussi à quelques reprises là, ce matin j'ai entendu compromis. Moi, je le tournerais peut-être plus positivement, puis c'est d'apprendre à comprendre l'autre. Comment l'autre peut être gagnant dans son projet et comment ça peut être un dialogue, une situation qui va être gagnant-gagnant. Donc ça, c'est important au fur et à mesure de l'état d'avancement du processus d'acceptabilité sociale de tout projet, c'est d'être à l'écoute de l'autre. Je salue les gens de Rio Tinto ici, parce que dans la démarche, vous avez probablement vu par l'actualité la signature d'une entente là, avec Rio Tinto et notre Première Nation là, à la fin de 2022. Bien, avant de se rendre là, on s'est assis. Il y a eu un leadership que M. Poitras mentionnait dans sa présentation, un leadership fort de nos chefs, M. Ross du côté de Rio Tinto, chef Dominique, et un engagement qui était vrai, réel et senti. Et c'est là qu'on a appris
à dialoguer de façon beaucoup mieux ensemble et à se comprendre. Et ce qui a permis la signature de l'entente Coastal-Weo, qui, en passant, veut dire « le vent tourne ». Donc, on regarde tous dans la même direction. Puis ça va permettre, ça met les balises, ça vient camper les balises d'une entente à plus long terme de partenariat. C'est un exemple très concret aussi. Il nous reste à peine 5 minutes. J'aimerais ça qu'on regarde dans l'avenir, votre souhait pour le développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment est-ce qu'on peut, on peut se positionner avec ce qui s'en vient dans un contexte d'acceptabilité sociale? Vous avez tous des projets que vous travaillez. J'aimerais ça que vous me parliez de votre vision, puis comment on peut s'inscrire comme un leader aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense que ça doit devenir une richesse, ça doit devenir quelque chose qu'on valorise. On l'a abordé un petit peu tantôt par la bande, mais ça doit devenir quelque chose qui nous caractérise, quelque chose qui devient un produit d'appel comme région, qu'on a une vision, qu'on partage une connaissance, une compréhension des enjeux, qu'on partage une certaine connaissance partagée sur le plan de la communauté, sur ce que c'est que l'acceptabilité sociale, sur les bonnes pratiques. En fait, tout le monde dans la salle ici a un rôle à jouer en matière d'acceptabilité sociale, ne serait-ce que dans ses propres projets qui parfois sont moins importants, mais c'est une trame qu'on tisse tout le monde ensemble. C'est un produit d'appel qu'on fait quand chaque petit projet, comme chaque grand projet, incarne donc ou met en pratique ce qu'on a discuté aujourd'hui, donc réussit son processus d'acceptabilité sociale, ça renforce tout le monde, ça renforce la région, ça renforce l'attractivité, ça devient une richesse au même titre que d'avoir des grands terrains industriels ou que d'avoir un accès à l'énergie renouvelable. Ça doit devenir quelque chose qu'on partage, qu'on comprend, qu'on appréhende, parce qu'il faut le voir vraiment comme un tout. Un projet qui réussit bien va profiter à tout le monde. Un projet qui ne réussit pas parce qu'il commet des erreurs majeures ou qui a toutes sortes de considérations a aussi un impact sur notre attractivité. Donc, je pense qu'il faut le voir comme étant un processus dans lequel on a tous un rôle à jouer et puis quelque chose qui va donc nous servir collectivement à se diversifier de manière responsable. Je pense que c'est un critère important, l'acceptabilité sociale, quand on parle de développement responsable, c'est un critère très important, puis il faut qu'on en soit davantage conscient. Donc. Moi, j'aurais comme deux souhaits. Sur la base de l'expérience qu'on a vécue à Val-Jalbert, moi, je souhaiterais que dans le futur, on puisse réduire les influences politiques dans le processus d'autorisation des projets. On l'a mentionné dans l'atelier précédemment qu'on est dans une société de droit. Moi, je pense qu'on commence au Québec à être extrêmement bien pourvu au niveau de l'accompagnement des promoteurs en acceptabilité sociale. On a le BAP qui a une excellente réputation, une excellente capacité d'analyse des projets et d'évaluation des projets. Quand on est promoteur puis qu'on a travaillé avec les ministères, il y a beaucoup d'expertise qui est disponible aux promoteurs. Et dans l'exemple de Val-Jalbert, nous, on a tout fait nos devoirs, des excellentes audiences publiques, un rapport très positif du BAP. Malheureusement, changement de gouvernement, 2 ministres qui devaient nous donner des décrets pour passer à l'étape de la réalisation, qui étaient des membres ou sympathisants des organismes qui s'opposaient à nos projets. Donc, il a fallu des concours de circonstances, puis surtout le partenariat avec la communauté de Mastoyache pour sauver le projet de Jalbert. 11e chute, ça a été plus facile, mais moi, je pense qu'il faudrait baliser un petit peu plus la capacité des politiciens ou des ministres de jouer ce genre de game-là. Le deuxième souhait, c'est qu'on soit capable au Québec de se doter d'une filière de l'énergie communautaire. Puis, fantasmer un petit peu, là, penser que 10, 15, 20 de l'énergie produite au Québec provient de projets éoliens, hydrauliques, biomasse, biogaz, nommez-les toutes, mais dont les promoteurs sont des communautés, je pense qu'on enverrait un signal et une dynamique complètement différente à celle qu'on observe aujourd'hui souvent. Donc, beaucoup de monde qui travaillerait à développer des communautés. Avec les bénéfices de ces projets-là, on suscite une autre dynamique de projet. Et tantôt, quand on parlait du chantier d'une économie verte, moi, je pense
qu'une filière d'énergie communautaire sera un ingrédient important de cette recette-là. Venant d'un ancien politicien, tout de même, ça prend du courage. Jamais été politicien. Jamais, non. Politicien de... Accompagné des politiciens. Accompagné des politiciens. Serge. Tantôt, je parlais des expériences qu'on a connues avec les 2 mini-centrales que M. Taillon a fait référence. J'ai mentionné aussi qu'on a exporté le concept avec 2 autres. Donc, le souhait, pourquoi pas réaliser un projet, que ce soit avec Ville-Saguenay, que ce soit avec la MRC du Fjord, un projet d'énergie renouvelable. Donc, l'invitation est lancée, qu'on mette nos expertises, nos connaissances, nos réseaux en commun. Et ça va être beaucoup plus facilitant, je vous dirais, pour cogner à certaines portes et d'assurer aussi, par ces projets-là, oui, c'est une chose les réaliser, mais d'assurer aussi des retombées qui sont non négligeables pour nos petits milieux. Le temps est écoulé en 30 secondes. Je vais prendre le mot... Continuez, prends le temps. Je vais représenter le mot environnement dans RSI Environnement. Ce que je souhaite, c'est qu'on voit des projets s'installer, qu'il y a du positif pour les générations futures, où on voit plus d'économie circulaire, plus d'économie verte, des choses qui vont être plus pérennes dans le temps. Je vais prôner pour le vert pour finir. Ce que je retiens de vos propos, sincérité, ouverture, résilience, senti. Donc, j'ai confiance dans l'avenir parce que j'ai entendu plusieurs fois, c'est plus faisable de faire des projets au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est trop difficile. Mais avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, je pense que la façon de faire doit être différente, mais elle est certainement positive et faisable. Si vous désirez voir un guide pour favoriser des projets socialement acceptables, il y a le Conseil patronal de l'environnement du Québec qui a publié il y a quelques mois un guide des bonnes pratiques. On pourra vous le faire parvenir, mais vous googlez, vous allez le trouver. Alors, messieurs, je vous remercie 1000 fois de votre participation. Ce fut fort intéressant. On aurait poursuivi encore pendant plusieurs minutes. C'est très apprécié, votre participation. Alors, je vous remercie, vous également. C'est ce qui met fin à notre événement d'aujourd'hui. Pour les gens qui veulent faire des entrevues avec les personnes présentes, ce sera possible. J'aimerais vous mentionner que le prochain rendez-vous économique traitera de l'automatisation. Alors ça, c'est un autre enjeu de nos industries. Automatisation accessible à tous. L'événement aura lieu ici, au Delta, le 13 avril, et nous aurons comme conférencière Véronique Proulx, PDG de Manufacturiers Exportateurs du Québec, et Violaine Paquette, associée service conseil chez KPMG. Il y aura également panel de discussion. Le 15 mars, donc très, très bientôt, c'est le dévoilement des finalistes de notre fameux Gala des Dubuc en format virtuel sur Facebook et YouTube. Nous allons présenter donc les 107 entreprises qui ont déposé leur candidature. Dubuc, c'est un record de toute l'histoire des Dubuc, donc le nombre d'entreprises qui ont déposé. Et pour les jeunes, là, les 35 ans et moins, Spin Contact, dans notre série Relève d'affaires, c'est le 23 mars au Montagnet. Oui, Swan, tu peux encore être là, donc on t'invite. On t'invite à venir réseauter et entendre de jeunes entrepreneurs qui ont vécu une croissance fulgurante de leur entreprise. Et pour les petites entreprises touristiques, bien, il y a un fonds de 600 000 $ que nous avons à Saguenay pour les petites entreprises qui sont sur le territoire urbain. Alors, vous pouvez nous téléphoner. On a des gens qui vont répondre à vos questions. Pour terminer, vous allez répondre à un sondage, vous, pour nous dire, est-ce qu'on fait bien les choses? Parce que nous aussi, il faut qu'on soit à l'écoute et de s'ajuster et changer notre plan de match si nos membres veulent autre chose. Alors, c'est important que vous nous le dites.
On va vous faire parvenir dans les prochaines heures un sondage sur l'événement et je vous invite à vous abonner à notre infolettre. Au nom de toute l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Merci à vous tous. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.